Bonjour à tous, bienvenue pour cette première masterclass du programme Mentor RH. Ce soir avec nous Manon Sylvain, la DRH de Wikasa. Manon, merci d'avoir accepté cette première masterclass. Merci à tous les étudiants du programme d'être présents. Maintenant, je vais vous laisser, moi je vais être animatrice et je vais vous laisser poser vos questions à Manon comme avec vos mentors. Donc à vous de jouer. Bonsoir à tous et à toutes. Avec plaisir, c'est un plaisir pour moi de prendre le temps, de répondre à vos questions, partager, ma passion pour, les RH et puis mon parcours. Donc allez-y, ne soyez pas timide, posez toutes vos questions. Bonjour Manon. Enfin, Bonjour. bonsoir, pardon. Ouais, bonsoir. Enchantée de faire ta connaissance. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui, avec plaisir. J'avais une question assez simple pour commencer. Pourquoi es-tu devenue DRH? Eh ben, écoute, Bonne question. c'est une bonne question d'introduction. Peut-être pour, répondre à ta question, je vais rapidement, expliquer, ce que j'ai fait comme études, donc ça répondra aussi un peu à ta question. Alors, moi, j'ai commencé mes études par, une formation assez généraliste en école de commerce, donc où j'ai un petit peu, touché à plusieurs secteurs. J'ai eu des expériences en tourisme, dans l'événementiel sportif, voilà, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec, les RH. Ensuite, je suis très vite allée, sur une expérience en recrutement et c'est cette première expérience qui m'a donné envie de creuser, d'aller plus loin, dans les RH, donc de découvrir d'autres volets de la fonction et suite à cette expérience-là, moi, j'ai fait un complément de formation dans un IAE à Aix, donc avec un master RH. Donc j'ai une double, formation école de commerce et IAE avec un master RH. Donc là, j'ai commencé vraiment à travailler un peu plus sur, des volets, plus larges de la fonction RH. J'ai travaillé chez IBM notamment, pendant 2 ans où j'ai touché sur une fonction HRBP, donc au recrutement, mais aussi, à des sujets plus de relations sociales, de communication interne, voilà. Et donc là, ça a vraiment confirmé mon attrait pour, le métier RH au sens large, avant même, d'arriver sur la fonction de DRH. Pourquoi? Déjà pour l'aspect couteau suisse. Alors je suis assez hyperactive, j'aime bien faire beaucoup de choses, donc ça me convient assez bien. Le fait d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas, de toucher à beaucoup de sujets différents, à la fois des domaines qui demandent plus d'analyse, de capacité de prise de recul, de résolution de problèmes, comme par exemple, enfin, des sujets autour de la comp and ben, des sujets avec plus de data, mais aussi des sujets plutôt, de coaching de collaborateurs, d'accompagnement, comment on fait grandir les équipes et cetera. Donc ce côté couteau suisse, l'aspect, très varié du métier, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et ensuite pour le reste de mon parcours, moi, il y a une petite spécificité, c'est qu'à la suite de mes études, j'ai très vite été jetée dans le bain, puisque mon 1er job, en fait, c'était un job de DRH. Donc c'est un peu particulier, j'ai jamais dans ma carrière été, rattachée à un DRH ou une DRH. J'ai très vite dû, apprendre beaucoup de choses par moi-même et apprendre ce qu'était une fonction de manager d'une fonction RH, recruter, structurer une fonction RH, une équipe RH, mettre en place des process RH, en partant d'une page blanche. Donc, si tu veux, voilà, j'étais très vite et très confrontée, à tous ces sujets-là. Hem et donc, ça va faire, 8 ans que je suis sur des fonctions de DRH, plutôt dans des environnements, moi, tech et surtout dans des environnements en forte croissance, donc ce qu'on va appeler start-up et scale-up. Donc c'est encore un notre métier, c'est donc on va dire que c'est Ouais. dans les différentes façons d'être DRH, je pense que c'est, encore, une autre façon de faire. Mais en tout cas, ce qui est, voilà, c'est vraiment, ce qui je continue d'apprécier ce qui m'a plu au début de ma carrière en RH, donc la proximité avec les équipes, l'aspect, aussi très business de la fonction. Parce que, notamment dans des entreprises en croissance, on doit être très proche des équipes, très bien comprendre, le business, ce que
fait chaque personne dans l'entreprise, chaque métier, être vraiment proche de la réalité terrain opérationnelle, encore plus que dans une très grosse organisation. Et puis ça va très vite, les choses changent très vite, donc on doit très vite aussi adapter nos politiques RH et notre façon de faire. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment confirmé mon attrait pour le métier et puis travailler vraiment main dans la main avec les DG sur la manière dont on peut implémenter les stratégies RH pour accompagner les croissances. C'est vraiment ça, la croissance, c'est vraiment ça que j'apprécie dans mon job aujourd'hui au quotidien, mais qui est très spécifique au contexte des scale-up aussi. Donc après, je peux aller plus en détail pour ceux qui ont des questions là-dessus. Mais... Ouais. Je savais pas que tu avais commencé par le poste de DRH. C'est fou. Oui, en fait, donc pour la petite histoire, donc chez IBM, moi j'étais en alternance. Et puis très vite après mon diplôme, ma sortie de l'IAE, je suis arrivée chez Recommerce et donc j'ai pris la fonction parce qu'il n'y avait pas de personne qui gérait la fonction RH. Alors, il y avait une personne qui était à cheval entre des sujets juridiques, finance, RH, qui ensuite après a quitté la société. Mais là, c'était vraiment le premier job à 100% de DRH. Donc, il y avait une assistante RH à manager. Et j'étais attachée au CEO. Donc voilà, donc premier saut en CDI, premier saut dans le monde du travail, rattaché à un CEO et voilà, on m'a dit structure la fonction RH, mets en place les process et puis conseille le reste du comité de direction. Donc beau syndrome de l'imposteur au début. Voilà, donc c'est est-ce qu'on va avoir les épaules pour gérer tout ça? Donc il y a aussi forcément ça demande beaucoup de curiosité parce que tu as pas de référent, de mentor avec qui tu peux discuter de ce que tu veux mettre en place. Donc ça demande plusieurs choses, donc de creuser, chercher par soi-même dans les livres, sur internet, voilà, et aussi beaucoup discuter avec des pairs. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est discuter avec des pairs RH de ce qui était fait, ce qui fonctionnait. Et globalement, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui et où j'apprends beaucoup d'autres DRH. Parfois, on n'a pas besoin toujours de réinventer la roue. Il y a des choses très bien qui existent dans d'autres organisations. Donc, je me suis aussi beaucoup inspirée d'autres personnes. J'ai été chercher mes mentors à l'extérieur. C'est plutôt formateur, je pense. Je crois Marie-Claude, elle a une question pour toi. Oui, exactement. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Et ma question était de savoir, est-ce que pour un meilleur parcours professionnel en tant que DRH, c'est mieux de commencer avec les startups ou bien directement peut-être de viser les grands groupes? Bonne question. Bonne question, ouais. Écoute, je pense que ça dépend un petit peu de ta personnalité et de ce que tu as envie de toucher comme sujet. Les grands groupes, c'est très formateur et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire parce que ma première expérience de RH généraliste était vraiment chez IBM, donc pas du tout dans la start-up, là, 400 000 salariés. Et là, ça a été formateur dans le sens où c'est très structuré et tu as beaucoup de personnes, de référents RH, d'experts RH avec qui échanger, avec qui tu vas pouvoir emmagasiner de la connaissance et voir aussi des process qui fonctionnent, une manière de faire qui fonctionne. Après, quand je suis arrivée en start-up, pour te dire, je pense que tu as une capacité, tu apprends différemment, mais peut-être quand même beaucoup plus rapidement puisque tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Et notamment quand tu arrives dans un contexte comme j'étais, où seul, où tu dois partir d'une page blanche et structurer. Tu vois, je pense qu'en une année dans une start-up, parfois tu vois l'équivalent de ce que tu aurais vu en 5 ans dans une grande organisation. Enfin, tu vois tellement de choses, surtout quand c'est des fortes croissances où tu as ce qu'on appelle du passage à l'échelle, du scale, où vraiment tu as 30, 40 salariés, 50, et puis tu te retrouves à 300, 500 en très peu de temps. Tout est accéléré. Donc là, tu dois
tu développes des capacités différentes d'adaptation, enfin voilà, l'adaptabilité, la curiosité, tu vas avoir un côté beaucoup plus couteau suisse dont je parlais, capacité à gérer plus divers sujets, tu vois peut-être un peu plus de choses. Dans des plus grandes organisations, c'est relativement siloté, donc tu peux avoir aussi cet effet où tu vas voir un peu moins d'expertise en même temps. Mais après, c'est aussi à toi d'être curieuse, même si tu es dans une grande organisation. Tu vois, par exemple, chez IBM, j'avais un focus qui était très recrutement au départ et communication interne. Et c'est moi-même qui ai demandé à aller sur un peu plus le volet relations sociales, participer au CSE, aller avec le président, le directeur d'établissement sur ces sujets-là. Voilà, et aussi, tu vois, d'aller un peu plus loin et d'essayer de sortir de mon périmètre qui était très siloté pour voir autre chose. Donc, je pense qu'après, même si vous êtes dans une grande organisation, c'est à vous de demander à voir d'autres sujets qui sont dans l'équipe, de parler avec d'autres personnes de l'équipe. Donc, je pense que ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire. Si tu as un peu cette personnalité un peu ce côté entrepreneurial, un peu cette envie de construire des choses, de voir beaucoup de choses en même temps, la startup va être très très bien pour ça. Ouais, pour nourrir cette appétence-là, effectivement. Merci. Ben là, il y a Aude là, qui a levé la main, puis après, on prendra la question d'Ophélie. Donc, Aude, je te laisse poser ta question. Oui, bonjour. Et pardon, je mets pas la caméra parce que je suis sur le trajet du retour. Du coup, je risque de vous faire vomir si vous me voyez marcher dans la rue. Donc, moi, maintenant, je voulais juste revenir un petit peu sur justement le fait que c'était DRH finalement ton premier poste. Et je voulais savoir quels sont les éléments qui ont fait qu'on t'a recruté toi et qu'on n'a pas pris quelqu'un qui avait plus d'expérience. Qu'est-ce qui a basculé dans la balance et qui a fait que c'est toi qui es devenu DRH finalement, plus que quelqu'un d'autre qui pouvait être potentiellement beaucoup plus expérimenté? Ouais, complètement. Alors, déjà sur le contexte du recrutement dans cette première entreprise, donc c'est une ancienne élève de l'IAEDEX qui est venue me chercher, avec qui j'avais un petit peu travaillé dans le cadre de la junior entreprise. Donc, j'étais dans la junior entreprise de l'IAEDEX, qui donc m'a indiqué qu'ils cherchaient leur DRH. Et je pense que justement, un peu ces premiers pas que j'avais eus dans l'entrepreneuriat et des projets que j'avais pu mener et qu'elle avait pu voir, on avait pu travailler sur ces sujets, ont aiguillé sur ma capacité à partir d'une feuille blanche à construire beaucoup de choses, de process de zéro. Je pense que ça s'est beaucoup joué sur les soft skills. Tant d'autres, puisque niveau hard skills, il y avait une première expérience, mais ça s'est beaucoup joué sur ma curiosité, mon envie d'avoir un contexte qui va vite, de construire, de partir de zéro, de construire aussi l'équipe RH. L'autonomie, beaucoup. Je pense que ça, c'est dans un premier critère de réussite, mais cette capacité à travailler avec peu d'éléments qui te sont fournis. Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai réussi à démontrer en entretien, de montrer cette capacité, malgré un certain manque de seniorité, à pouvoir prendre le lead sur les sujets, à pouvoir comprendre la demande d'un CEO et la retranscrire ensuite après sur des projets et des process en autonomie. La capacité d'apprentissage, tout simplement, le potentiel ressenti, la capacité à rapidement apprendre de nouvelles choses. Quand on est dans un contexte où on n'a pas vu tous les volets RH, on n'a pas 10 ans d'expérience, cette capacité à rapidement apprendre tout simplement ce que tu ne maîtrises pas. Donc, je pense, voilà, ça s'est vraiment joué là-dessus, de sentir que, entre guillemets, j'en avais sous le pied et que je pouvais, derrière, grâce à ces soft skills-là, rapidement rattraper les connaissances plutôt hard skills que pouvait avoir une autre personne avec un peu plus d'expérience. Ouais, donc en gros, il ne faut pas se limiter. Hein. C'est quand même Non. un beau parcours. Il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ce parcours-là. Mais voilà, je pense que tu as raison. Il faut en avoir sous le pied. Et c'est ça la clé finalement.
Et pour le coup, c'est parce qu'on était dans un contexte aussi de start-up. Oui. C'est un contexte où l'entreprise était plutôt, quand tu as un peu moins de 50 collaborateurs, qui a besoin de structure. C'est vraiment là où tu peux avoir l'opportunité d'avoir beaucoup de responsabilités et de prendre très tôt, ce type de périmètre. C'est aussi c'est ça, hein, entre guillemets, la beauté de la start-up ou de la scale-up, et c'est pas d'ailleurs, c'est pas uniquement lié à la fonction RH, enfin, c'est pour beaucoup de métiers dans la start-up, c'est ce que cherchent souvent les salariés qui arrivent dans ce type d'entreprise, c'est le fait de pouvoir très rapidement, y compris quand on est jeune diplômé, prendre beaucoup de responsabilités. Donc, alors il y a aussi ces effets un peu entre guillemets, pas négatif, mais le revers de la médaille, qui est que, bah, tu peux justement avoir ce syndrome de l'imposteur, il faut arriver à prendre ce recul, aussi qui est nécessaire. Il faut arriver aussi à alerter, demander de l'aide, parce que quand on arrive sur des postes à responsabilité comme ça et qu'on est un peu junior, on peut avoir tendance à cacher qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on est coincé, voilà. Donc ça, c'est un peu les pièges quand on arrive sur ces niveaux de poste très jeunes. Donc d'oser voilà, demander de l'aide externe ou interne, mais en tout cas oui, c'est le fait que ce soit plutôt des petites organisations qui permettent ça. Ok, bah, super. Ophélie, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, bonsoir Manon. Bonsoir. Je voulais te demander, selon toi, avec la vision de DRH que tu as, quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs RH? Alors, la première chose, particulièrement dans notre environnement en tech, on a un vrai sujet hein, sur le recrutement parce qu'on est beaucoup sur des postes qui sont tendus. On est sur des marchés ultra concurrentiels en termes de recrutement puisqu'on cherche globalement tous les mêmes types de profils hein, entre les entreprises tech, mais on retrouve de toute façon les problématiques de recrutement dans d'autres industries. Enfin, c'est très bouché aussi. Par exemple, dans le monde de l'hôtellerie-restauration, enfin, il y a beaucoup de secteurs qui ont ces problématiques-là, mais c'est vrai que chez nous, ça se ressent à peu près sur tous les métiers de l'entreprise. Auparavant, on était très focus, on avait beaucoup de tension sur les développeurs, mais aujourd'hui, c'est aussi très compliqué de recruter des sales, des profils dans certaines catégories du marketing. Donc, voilà. Donc, on a cet enjeu de travail globalement sur la visibilité de l'entreprise, la marque employeur au sens large, parce que ça n'inclut pas que le recrutement, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de recruter. Donc, comment se rendre plus visible et se démarquer des autres entreprises, ça c'est un peu mon sujet du quotidien. Le deuxième sujet, c'est comment arriver à une fois, cette fois-ci là en interne, se démarquer des autres entreprises dans ces pratiques, donc intégrer un peu les innovations RH, donc comment on intègre le remote, comment on va intégrer le développement de plus en plus massif, par exemple du freelancing. Typiquement chez les développeurs, nous on a ce sujet, on a de plus en plus qui veulent sortir du CDI, ont envie d'être indépendants, donc comment tu intègres ce type de contrat, de profil dans ta politique RH globale. Il ne faut pas les mettre de côté, il faut arriver aussi voilà, dans ta réflexion à les intégrer. Donc il y a vraiment un peu voilà, ces changements de forme de travail, donc le développement du remote, le développement du freelancing, tester de nouvelles choses type la semaine de 4 jours. Enfin, voilà, comment tu intègres un peu tous ces changements et toutes ces innovations qui arrivent dans ta politique RH. Et puis, troisième sujet, je pense qu'il y a un point un peu plus large qui est comment tu redonnes du sens au travail, avec des collaborateurs et collaboratrices qui ont de plus en plus voilà, besoin de ça, de trouver du sens dans ce qu'ils font, à la fois dans le business de l'entreprise, mais aussi dans leur mission au quotidien. Des attentes qui sont différentes sur ce sujet-là entre les générations, donc entre les plus jeunes et comment tu donnes du sens, mais en l'adaptant aux attentes de chaque génération qui ne sont pas forcément les mêmes.
Donc je pense que c'est un peu les 3 sujets, RH, du moment et puis dans sur les 2 prochaines années, voilà, les sujets en ce moment que je vis, mais que je vois, voilà, perdurer sur les 2 prochaines années. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, ouais, non, effectivement, 3 enjeux, mais qui sont assez costauds, hein, pour, comme tu dis, Qui sont pour les très 3. macro, ouais, mais pour le coup, qui touchent pas du tout que le monde de la tech. Là, on est, Ouais, c'est ça. c'est des C'est sujets tout secteur confondu, hein. tout secteur et puis toute taille d'entreprise, qu'on soit une Mhm. startup ou un grand groupe, on a un peu tous ces sujets-là. Alors, on a une capacité à les traiter peut-être plus rapide en startup parce qu'on a une agilité, et c'est normal, on a une machine qui est plus simple voilà, on peut tester plus facilement de choses parce qu'on a moins de personnes et on a des process un peu moins rigides. Donc, typiquement, tu as des entreprises qui ont testé pendant quelques mois, par exemple, la semaine de 4 jours, et puis finalement, après, qui ont adapté, qui n'ont pas tout à fait mis ça en place. Mais tu vois, c'est plus simple quand tu as 50 ou 100 personnes que quand tu as 10 000 personnes de faire des tests comme ça, one shot. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est quand même des questions que tous les DRH se posent, peu importe la taille de la structure. Ouais, c'est sûr. Juste par curiosité, vous l'avez adapté, la semaine de 4 jours? Vous avez testé? Non, là, c'est pas encore. C'est pas Là, on va encore. aller sur ce chemin-là. Mais je D'accord. sais beaucoup les entreprises qui le testent. En tout cas, par exemple, il y a Welcome qui l'a mis en Ouais. place, Welcome to the Jungle. Après, je sais que Figures, donc c'est aussi une startup, ils l'ont testé et finalement, ils ont adapté un modèle un petit peu entre deux, où voilà, c'est pas toutes les semaines, 4 jours, mais on va adapter un peu un modèle entre deux. Donc, je suis beaucoup ça. C'est vraiment les débuts, hein, Oui, hein. de C'est pas encore, Ouais. ça s'est pas encore démocratisé. Moi, j'ai vu Welcome, tu vois, j'ai pas vu d'autres. Il y a beaucoup de débats sur LinkedIn, mais personne ne prend trop le parti pour l'instant de la semaine de 4 jours. En tout cas, je crois plus à ça que par exemple au congé illimité, où je trouve que ça ouvre d'autres Ouais, thématiques, dans un peu les innovations RH entre guillemets. Et par exemple, le remote, ça se démocratise de plus en plus. Donc, Ouais. mais ouais, voilà. En tout cas, il faut rester en veille sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que tout est bon à mettre en place, mais c'est bien de se tenir informé un peu des pratiques, de ce qui se fait ailleurs, de justement prendre le pouls, savoir comment ça a été vécu, si on veut le mettre en place. Bien sûr. Je crois qu'Aurélie, elle a une question. Du coup, on va lui laisser la parole. Oui, merci. Bonsoir Manon. Bonsoir. Alors, j'aimerais te demander et savoir si tu avais des conseils à nous donner pour réussir au poste de RH ou DRH notamment. Super question aussi. Ouais. Vous avez bien travaillé vos questions. Oui. Alors, premier conseil, je pense que j'ai un peu disséminé les conseils auparavant, mais je pense que la première chose importante pour moi, c'est vraiment le sujet de la curiosité, de s'ouvrir l'esprit sur justement ce qui se fait dans d'autres entreprises, mais aussi dans d'autres pays, lire beaucoup de littérature. Moi, c'est ce que j'ai fait, de livres spécialisés voilà, en RH, mais de manière plus générale sur les sujets de la culture d'entreprise, des organisations, etc. Donc, c'est vraiment ça, s'ouvrir un peu les chakras et sans cesse être un peu aux aguets de ce qui se passe autour de nous. La deuxième chose, c'est vraiment, pour moi, ce qui est très important sur ces fonctions-là, en tout cas pour réussir, c'est d'être constamment proche des équipes et du business. Donc, avoir une bonne compréhension, en tout cas quand on arrive surtout sur la fonction, de prendre beaucoup de temps pour comprendre ce que fait l'entreprise, quel est le business, les différents rouages, l'implication de chaque équipe, quel est l'impact de chaque équipe dans le business. Avant même de se lancer sur un audit des pratiques RH et mettre en place des sujets RH. Vraiment, de comprendre la stratégie de l'entreprise, ce vers quoi elle veut aller et de bien maîtriser ça.
Alors, c'est important pour pas mettre en place n'importe quoi, mais aussi pour être crédible auprès des autres membres de la direction, par exemple sur une fonction de DRH. C'est important d'être crédible, de comprendre ce qu'ils font et les impacts que peut avoir une stratégie RH sur derrière le business de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc vraiment de bien maîtriser ça et d'aller en profondeur. Et ensuite, peut-être en troisième point, je pense que je dirais ouais, vraiment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, un petit peu le point, ça rejoint un peu la créativité, mais je dirais un peu non, c'est plutôt le troisième point pour moi, c'est vraiment d'avoir du feedback qui est régulier aussi envers le CEO, enfin prendre le pouls régulièrement des équipes et vraiment pas hésiter à faire des feedbacks très réguliers auprès de la direction et du CEO sur ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Vraiment d'avoir ce réflexe de prendre le pouls auprès des équipes, de savoir ce qui fonctionne moins bien, et surtout de bien arriver à le remonter de manière structurée au CEO, mais de manière plus générale en fait à l'équipe de direction. Donc d'avoir vraiment ça en tête et de constamment tester, prendre la température auprès des équipes. Voilà, sur une manière générale, comment ils vivent leur expérience dans l'entreprise et puis les politiques RH. Donc en résumé, c'est vraiment curiosité, s'ouvrir les chakras, discuter en extérieur. Deuxième point, de vraiment être au plus près du business et de prendre beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Et troisième point, prendre le pouls, prendre régulièrement la température et faire des feedbacks structurés régulièrement auprès de la direction. Il pourrait y en avoir d'autres, mais si on résume. Non, mais c'est plutôt bien résumé, hein. J'ai une question d'ailleurs. C'est bien parce que tu as quand même soulevé le fait d'être assez proche de ces équipes, mais aussi du CEO, donc aussi de dessus. Et du coup, ça me fait penser à une petite question. Là, tu vois, on a un petit format, on a relevé un petit format là dernièrement, on a fait un micro-trottoir. Et la grosse question qu'on a posée, c'était les DRH, de manière générale, sont plutôt du côté du CIO ou plutôt côté employé. Et c'est bien, comme tu le relèves, que non, c'est un peu des deux, que c'est pas forcément que côté CEO ou fondateur, enfin, que c'était pas que de la direction. Ouais, je pense que ce ressenti, il est assez légitime dans le sens où on a quand même tendance à beaucoup. Alors, je reviens sur le sujet de prendre le pouls des équipes, mais on a tendance alors à faire beaucoup de sondages, enquêtes internes, etc., mais sans forcément derrière faire suivre tout ça d'action. Je pense que c'est beaucoup ça qui frustre aussi les équipes, d'avoir le sentiment de ne pas être écoutés, ou en tout cas, quand ils sont écoutés, que les RH tombent un peu à côté de la plaque dans ce qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est pas parce qu'on fait un sondage une fois par an et qu'ensuite on met en place des cours de sport et un baby-foot qu'en fait on écoute ses collaborateurs. Et parfois, très souvent, on va tomber. Il y a un peu je pense que c'est ça, hein, ce que tu évoques, le sentiment d'être plutôt du côté de la direction et aussi un peu ce côté. Je pense que tu as même, OK, RH, à quoi ils servent? Je les ai jamais vus. Puis alors, quand je les ai vus, ce que j'ai demandé, ce qu'ils m'ont apporté comme réponse, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais comme besoin. Donc c'est un peu ça, historiquement, ce sentiment de manque d'écoute, mais ça tend quand même pas mal à changer. Hein, et puis je pense on le ressent moins, nous, dans les plus petites organisations, parce qu'on est beaucoup plus proche des équipes. C'est-à-dire que quand on est 100, même, tu vois, chez Lucas, à plus de 300, tu es quand même très proche des équipes. Ils viennent te voir à ton bureau, sur le bench. Tu traites en direct des choses avec les collaborateurs sans forcément passer par les 10 lignes hiérarchiques qu'ils ont au-dessus d'eux. Donc, l'accès à la fonction de DRH est plus simple aussi. Donc, il n'y a pas la même relation. Mais en tout cas, je pense que même dans les plus grosses organisations,
la fonction RH a envie de se réinventer et a compris qu'il fallait qu'elle se réinvente. Je pense qu'effectivement, ouais. Une autre question? Je ne pas les timides. Hein. Moi, j'avais juste une... Ah mince, pardon, j'ai pas levé la main. Non, bah écoute. Est-ce que Tahar, tu veux poser ta question? Oui, bien sûr. Ouais, c'était juste pour savoir un peu, Manon, est-ce que tu penses qu'un jour, tu aimerais changer de type d'entreprise? Parce que là, tu parles beaucoup de start-up et tu as beaucoup fait la start-up. Et est-ce que ça t'intéresserait d'aller dans une PME qui peut éventuellement ressembler un petit peu plus à la start-up, ou même retourner, comme tu l'as fait au tout début, dans une grande structure où finalement, c'est la taille d'entreprise qui te correspond le plus et que tu apprécies le plus? Alors, pour l'instant, je t'avoue que je m'amuse beaucoup dans les structures, on va dire, entre 100 et 400 collaborateurs. Donc, alors, start-up, par exemple, si je prends Lucas, on était plus grosse PME / scale-up que start-up à 300. Mais là, bon, on est plutôt chez Wikasa un peu en dessous des 100. Mais pour l'instant, je m'amuse beaucoup dans ces environnements-là. Donc, je pense qu'à court, voire moyen terme, non, j'ai pas l'envie d'aller vers des grands groupes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ce côté rapide, d'apprendre vraiment à fond tous les jours, de la croissance, de structure, de mettre en place des choses, tu vois, ce côté création. Et aussi le côté parfois un peu moins politique que tu as dans les grands groupes, que tu as un peu plus dans les grands groupes, que tu as moins aussi, hein, dans même dans les PME 300-400, voilà. Donc non, moi, ce qui me convient bien, voilà, c'est les structures on va dire, entre 100 et 500. Pour le moment, c'est ce sur quoi je m'éclate. C'est aussi justement pour cette proximité que j'ai avec les gens que j'arrive à conserver avec ces tailles-là. Voilà, c'est de voir, de sentir encore les choses, de pouvoir sentir quand le vent tourne du bon ou du mauvais côté. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je perdrais dans une plus grande organisation. Donc pour l'instant, non, c'est pas au programme. Mais peut-être sur le plus long terme. Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Et du coup, Tahar, tu peux poser ta question maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, ma mentor. Manon. Ça fait plaisir de participer à cette conférence ou ce masterclass. Moi, j'ai une question un petit peu j'essaie de la tourner un petit peu dans ma tête et je voulais la poser à une spécialiste. En cette conjoncture, en fait, un peu dégradée, cette inflation, etc., faut-il ou pas pour un RH de soutenir ou compenser le pouvoir d'achat des employés, oui ou non? Et si c'est oui ou si c'est non, ou si c'est non, comment peut-on procéder? Merci Tahar pour cette question très précise. Écoute, alors je pense que oui, en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer dans l'accompagnement de cette situation un peu particulière. Après, la question, c'est effectivement comment tu le fais. Et la réponse, c'est pas forcément une augmentation générale des salaires fixes de toute l'entreprise. Donc, très souvent, quand on pense à ça, on pense à cette réponse-là, mais il y a plein d'autres moyens de compenser. Alors déjà, sur les salaires fixes, la première analyse, ça peut être de travailler principalement sur les plus bas salaires de l'entreprise qui subissent le plus cette inflation. Donc, pour éviter une explosion de l'augmentation de la masse salariale, ça peut être une des réponses, ça peut être de se concentrer sur vraiment les plus bas salaires de l'entreprise et procéder à une augmentation des salaires là-dessus, sur cette partie. Ensuite, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place. Donc, ça peut être aussi plutôt de mettre en place quand ça n'existe pas ou de revaloriser les outils type intéressement, participation, enfin voilà, de réfléchir à ça, travailler un peu plus sur ces variables collectifs. Ça peut être de revoir ce qui est proposé en termes de bénéfices annexes
Voilà, donc il y a plusieurs leviers qui sont possibles, surtout pour des entreprises qui n'ont pas une marge de manœuvre qui permet de faire plus 10% d'augmentation sur de la masse salariale. Donc, je pense que la réponse c'est oui, mais ensuite, après, c'est à analyser en fonction de chaque secteur d'activité, du contexte de l'entreprise, quelle est la marge de manœuvre dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est pour répondre à tes questions, mais je pense que la réponse, elle n'est pas uniquement sur le salaire fixe, surtout si l'entreprise n'a pas cette marge-là. Ou alors, il faut plutôt faire un focus, comme je le disais, plutôt sur les salaires les personnes qui sont vraiment le plus impactées directement sur les plus bas salaires de l'entreprise. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter des heures, à mon avis, tellement il est touffu, mais pour répondre en 2 minutes. C'est vrai que c'est un gros sujet et super actuel, donc c'est bien qu'il ait été... je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ressorte. Et donc merci Tahar d'avoir mis le doigt dessus. Mais ouais, je pense qu'il faudrait limite une masterclass pour y répondre. Enfin voilà. Complètement. Donc c'est une idée, je le note parce que ça peut être intéressant effectivement de travailler ça entre nous. Et ça ouvre une discussion plus large de comment tu combines à la fois ces attentes des collaborateurs en termes d'accompagnement voilà, par rapport à ce contexte d'inflation, et à la fois aussi des entreprises qui parfois ont des baisses d'activité, des baisses du chiffre d'affaires, enfin un contexte difficile. Et donc ça, c'est toute la problématique là, du DRH. Comment au milieu de tout ça, tu mets en place quelque chose de logique et qui... Voilà, donc c'est effectivement un sujet qui nécessite une masterclass. Je pense. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, les pistes que tu viens de les suggérer, c'est très intéressant, effectivement. Je résume ça, c'est essayer d'aller essayer de trouver, dégager des leviers ou des marges de manœuvre, en fait, pour pouvoir justement répondre à ceux qui est vraiment dans la nécessité absolue, sans pour autant perdre ceux qu'on doit les conserver, parce qu'il y a aussi un risque de fidélisation. Merci beaucoup, Manon. Merci. Du coup, Nour, je crois, elle a une question. Donc, Nour, je vais te laisser la parole. Oui, bonjour. Du coup, j'avais une question. En fait, est-ce que tu penses que ça pourrait nous porter préjudice en tant que candidat d'être trop dans le social avec les salariés? Ok, je vois ta question. Alors, ça dépend quel degré, ce que tu mets en avant dans tes entretiens. Là, ça dépend ce que tu mets derrière, trop dans le mot, trop dans le social. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas perdre ses convictions personnelles, à savoir, par exemple, moi, quand je discute avec des entreprises, moi, j'ai des convictions assez fortes sur le sujet de la transparence, de la responsabilisation des équipes, etc. Et ça ne plaît pas à tous les types d'entreprises. Et ce n'est pas grave, puisque ça veut dire qu'on n'est pas forcément aligné en termes de culture et de conviction. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai des convictions très fortes et je ne m'assoirai pas sur ces principes-là. Même quitte à perdre un poste pour ça. Donc, si tu as si pour toi, c'est très important d'être proche des collaborateurs, de pouvoir accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, si c'est ta vision RH, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas le gommer par peur de ne pas être prise dans l'entreprise, parce que de toute manière, par rapport à toi, tes valeurs, ce que tu cherches comme environnement, il faut que tu vises quand même des entreprises avec qui tu vas être en phase et qui ont une vision des RH qui correspond à ce que toi tu recherches et tu as envie d'avoir. Après, il faut garder en tête quand même que on est dans une entreprise qui est effectivement qui a besoin de performer et qui est là pour faire du business. Mais je pense que justement notre métier, c'est de conseiller au mieux la direction pour pouvoir arriver aux objectifs, à être performant et dégager des profits, tout en faisant évoluer correctement les collaborateurs, offrir une expérience collaborateur qui soit bonne. En tout cas, moi, c'est vraiment ma vision des choses. Et je sais que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise qui ne voit pas les choses comme ça. Donc, et tant pis, si, c'est pas grave. Voilà, Oula, du coup, il y a eu plein de mains levées. J'ai vu ça.
Mais ouais, non, tu fais bien et nous, on le répète pas mal. C'est des demandes qu'on nous pose souvent en off de nos candidats. Et effectivement, certes, l'entreprise cherche un profil, mais vous cherchez une entreprise. Donc, il faut aussi, comme tu dis, s'aligner avec ses valeurs. Mais ça, c'est pour tous les jobs, hein, que ce soit en RH ou que ce soit en com. On est candidat, on veut postuler dans une entreprise qui nous ressemble. C'est-à-dire que si l'entreprise a des valeurs ou une politique à laquelle on n'adhère pas, ça va être compliqué sur le long terme. Voilà, le poste peut être très beau, très bien payé, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, donc je pense que Manon a très bien répondu à cette problématique-là. Du coup, si on reprend Marie-Claude et après Pauline. Alors, moi, j'avais une petite question concernant le recrutement. Entre CV ou compétences, lesquelles tu préconises le plus? C'est-à-dire entre présentation de CV ou bien les compétences au cours de l'entretien. Qu'est-ce qui est pour toi l'élément le plus déclenchant qui t'amène à choisir quelqu'un en entretien ou bien à inviter quelqu'un en entretien? Ou bien à retenir quelqu'un en candidat, voilà. Alors, le CV, c'est juste un outil qui te permet de résumer ton parcours et entre les lignes d'arriver à dégager quelques éléments sur les compétences du candidat. Donc, c'est un premier outil qui est intéressant pour présélectionner quand tu as beaucoup de volume de recrutement. Après, quand tu es dans des jobs pénuriques, en général, tu n'as pas de CV, donc c'est plutôt des profils LinkedIn plus ou moins complétés ou parfois sur des développeurs, on va les chercher sur GitHub, tu vois, qui est une plateforme spécifique pour les développeurs. Donc, parfois, on n'a pas de CV. Donc, en tout cas, quand on a la chance d'avoir du volume et des CV, je pense que c'est juste un outil qui te permet de synthétiser, voilà, en un coup d'œil, de voir est-ce que la personne fit ou non avec le poste. En tout cas, par contre, moi, je suis pas du tout fan des outils de présélection de CV parce que je pense qu'avec l'œil humain, on peut quand même beaucoup mieux sélectionner et qu'avec, pour l'instant, en tout cas, comment sont faits les outils de présélection de CV, ça participe à avoir des profils qui pourraient être intéressants, qui ne sont pas correctement présélectionnés. Donc, moi, ce qui va être le plus important, c'est vraiment quand je lance un recrutement, d'avoir ce qu'on appelle une scorecard qui soit bien formalisée. Donc, c'est un outil qu'on rédige avec le manager qui permet d'indiquer les attentes précises du poste en termes de hard skills, de soft skills, ce qui va être prioritaire ou non. Donc, ça, c'est le document le plus important quand on lance n'importe quel recrutement. Et ensuite, ce que je vais regarder, c'est, bon, à la fois quand je vais sélectionner le CV, mais surtout lors du premier échange, c'est l'évaluation de ces éléments qui seront dans la scorecard. Je vais mettre en parallèle ce que le candidat a pu faire et ce qu'il recherche versus ce que j'ai formalisé dans la scorecard. Donc, ce qui est le plus important, c'est les compétences que la personne elle a apportées. Si elle fait un CV pas trop joli, c'est pas trop. En tout cas, moi, ma façon de recruter, c'est pas grave. Ce que je veux voir, c'est ce que la personne elle a apporté derrière. Concrètement, ce qu'elle va rechercher aussi, il n'y a pas que les compétences, il y a aussi parfois des candidats très compétents, mais je sens que s'ils viennent chez nous, ça ne va pas forcément va pas être aligné par rapport à ce qu'eux ont envie à un instant T de leur carrière. Donc, c'est aussi important ça de le faire matcher. Et juste dernier point là-dessus, je mets au même niveau les compétences sur le poste et ce que je vais appeler le fit culturel avec l'entreprise. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois de laisser passer des candidats extrêmement bons, avec tout ce qu'il fallait en termes de compétences, hard skills, tout ce qu'il faut pour le poste. Par contre, qu'on projetait pas du tout dans l'entreprise à plus moyen long terme. Ça, pour moi, c'est problématique. Et tu vois, c'est aussi ça. Après, c'est un parti pris, mais ça dépend de ta culture d'entreprise, de manière dont fonctionne la boîte. Mais voilà, les compétences sont tout aussi importantes que l'adéquation avec les valeurs et la culture de l'entreprise. En tout cas, si tu veux garder les gens sur le long terme et garder un bon ADN, une bonne culture, surtout dans un contexte de croissance. Voilà, donc le CV, c'est vraiment un outil de présélection, mais plus pour avoir rapidement un coup d'œil
quelques matchs avec ce que tu as identifié la scorecard, mais derrière, c'est vraiment le mix compétences et fit culturel. Merci. Du coup, Pauline, parce qu'on arrive vers... c'est passé super vite. Oui, c'est des questions en plus... hyper intéressantes et du coup, moi, je les note en même temps parce que ça peut donner vraiment l'idée de préciser certaines masterclass sur un sujet. Donc, on va continuer, mais vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas à contacter Manon si je ne peux pas pu nourrir. On n'a pas eu le temps de traiter votre question. Hein, mais c'est hyper intéressant. Merci à tous pour vos questions. Du coup, Pauline, je te donne la parole et puis après Aurélie. Oui, merci Sandra. Quelles sont les stratégies selon toi pour favoriser la mobilité interne dans une entreprise? Alors, la première chose, souvent, dont on se rend compte dans les entreprises où ça fonctionne mal, c'est que très souvent, le process même, l'idée même de la mobilité interne n'est pas connue par les collaborateurs. Très souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir dans mes expériences et puis dans ce que peuvent vivre d'autres DRH, vraiment, je pense que le point initial, c'est la communication, le partage d'informations claires sur la philosophie de mobilité interne de l'entreprise. Donc, pourquoi on le valorise, pourquoi c'est important et quel est le process où je peux trouver les informations si j'ai besoin d'une mobilité. Je pense déjà, ça, c'est le point clé. Partir de ce point-là, d'avoir quelque chose de clair et de communiquer et que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Ensuite, il y a un peu, pour moi, les outils que tu mets en place pour faciliter la mobilité interne dans les équipes. Donc, d'avoir une interface qui soit simple pour candidater, pour pouvoir voir les offres et puis suivre ta candidature. Et après, je pense qu'il y a aussi un peu le coaching, l'accompagnement des managers sur ce sujet. Donc, comment j'identifie un besoin en mobilité dans mon équipe, comment je traite un cas de mobilité quand une personne veut partir dans une autre équipe. Parfois, on a un peu ces sujets, des managers qui ont envie de retenir à tout prix dans leur équipe des bons éléments, et c'est humain, mais je pense que notre rôle en tant qu'RH, c'est de les accompagner là-dessus, sur cette réflexion et de les coacher. C'est d'ailleurs aussi souvent pour ça que dans les processus de mobilité interne, il y a un entretien manager avec le manager de l'équipe actuelle, avec le manager futur, mais aussi avec un membre de l'équipe RH pour avoir un peu ce regard extérieur. Mais je pense c'est important cette formation des managers pour détecter les besoins en temps et en heure, et s'assurer aussi qu'ils ont les bons outils pour pouvoir gérer les demandes de mobilité. Donc, bonne communication, process clair et pas trop usine à gaz. Le bon outil pour pouvoir suivre tes mobilités, et 3, l'accompagnement, le coaching des managers. Merci. C'était une question intéressante. Aurélie, du coup, je vais te laisser. Je pense que ce sera la dernière question, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais bon, gardez vos questions pour la prochaine. Il y a une autre masterclass en décembre. Hein, donc voilà, avec grand plaisir. Donc Aurélie, je te laisse finir avec la dernière question. D'accord, merci. Alors Manon, tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'il était important de lire, de se renseigner sur ce qui se fait, notamment ailleurs ou même dans d'autres entreprises ou en France. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué ou un livre à nous conseiller? Alors, j'en ai pas mal qui, pour beaucoup, sont en anglais. Donc, si vous avez envie de vous y mettre ou vous y remettre, ça sera le bon moment. Alors, un bouquin qui est très bien pour justement des contextes de structuration de pôle RH ou d'équipe RH et d'entreprise en croissance. Donc, c'est un livre qui s'appelle From Zero to 1000, donc de 0 à 1000. Et donc, c'est un petit peu comment alors, c'est pas que d'ailleurs process RH, hein, c'est de manière générale
comment, en termes d'organisation, tu vas structurer l'entreprise et aussi en termes de culture, comment tu accompagnes la croissance dans des contextes comme ça. Donc ça, c'est un très bon bouquin pour des entreprises dans ces tailles-là. Après, tu as des classiques type Reinventing Organization. Donc là aussi un peu plus large que RH, mais sur des sujets organisationnels. Après, j'en ai tout un tas d'autres, mais peut-être ce que je peux faire, Sandra, c'est t'envoyer mon top 5. Bien sûr, ou même sur le Slack, sur la conversation générale, hein, parce que le Slack sert à ça. Ouais, puis je vais vous en mettre en français aussi. Ouais. Là, c'est les deux vraiment qui pour moi sont des bibles que j'ai lues et qui sont très intéressantes pour avoir une vision un peu plus macro. Et après, alors juste en recrutement, peut-être troisième, il y a le fameux Woo, qui pour moi est juste la bible du recruteur, donc à avoir en tête sur aussi. Voilà. Mais c'est bon, je vous ai donné 3 bouquins anglais, mais je vais vous trouver aussi. J'en ai en tête aussi en français pour ceux qui préfèrent. Je vous mettrai ça dans le sac. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, d'être présents. Je sais que c'est compliqué, comme je disais au début, de trouver du temps. En plus avec son mentor, il y a même Tar qui est revenu. Alors, c'est top. Moi, ça me fait super plaisir. J'ai passé un super bon moment avec vos questions. Donc, alors que sachez que moi, je ne suis pas forcément du métier, mais j'évolue à travers toutes ces problématiques. Donc, effectivement, comme dit Manon, il faut rester tout le temps en veille. LinkedIn, c'est un bon moyen aussi. Il y a beaucoup d'influenceurs. Alors après, il y a à vous de faire le tri, mais il y a beaucoup de gens qui soulèvent des problématiques. Moi, ça me fait pas mal de ma veille, en tout cas, en communication RH. Donc, voilà. Je vous laisse, si vous avez un mot avant de partir, prenez la main. Aude. Déjà, moi, c'était te remercier, Manon, pour la réponse à toutes les questions qu'on t'a posées. Et aussi, je voulais savoir si ça te posait un problème qu'on te demande sur LinkedIn par la suite ou pas. Non, aucun problème, avec plaisir. Et puis, merci à vous. Les questions étaient vraiment intéressantes sur des sujets sur lesquels on aurait pu longtemps parler, mais avec plaisir pour rester en contact sur LinkedIn. Voilà, je vous partage aussi sur le Slack un petit peu plus d'éléments, pas que des livres, mais aussi peut-être si vous voulez des newsletters que moi je suis, que je trouve intéressantes, ou des Slack RH qui peuvent être intéressants. Enfin voilà, je vous partage ça sur le Slack, mais merci à vous surtout parce que vous avez pris 1 heure après vos cours et je sais qu'après une journée de cours, c'est pas toujours simple de rester concentré. Donc, merci à vous. Merci, puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Manon. Bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.